Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Dans quelques instants, dossier spécial aujourd'hui consacré au jardin en compagnie de Claude Bureau. À tout de suite. Radio Fréquence Évasion, le soleil de la Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. La météo en France dans notre Grand Sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Tout de suite, dossier spécial sur Fréquence Évasion. Nous sommes en compagnie de Claude Bureau et nous allons parler de jardin. Claude Bureau, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous avez sorti 2 ouvrages récemment, nous en reparlerons tout à l'heure. D'où vous est venue cette vocation de jardinier ? Bon, écoutez, la vocation de jardinier, je l'ai eu très tôt. Hein. Je l'ai eu après. J'ai passé mon certificat d'études dans les années 60. Et en 1961, il fallait, comme tous les gens de ma génération, choisir un métier pour être apprenti. Alors, je suis issu d'une vieille famille de compagnons de France, de compagnons du bâtiment, et de gens qu'on appelait l'aristocratie de la classe ouvrière, des ouvriers tourneurs en usine. Et moi, je n'avais pas du tout envie, quand j'étais jeune, de travailler en usine, ni d'être dans le bâtiment. Donc, c'est avec la rencontre d'un jardinier dans un square au bout de l'île Saint-Louis à Paris que j'ai dit voilà le métier que je veux faire. Donc j'ai décidé, j'ai demandé à mes parents, bien sûr à l'époque on ne pouvait pas décider comme ça, d'être apprenti jardinier. Donc en 1961 je suis devenu apprenti jardinier dans les murs à pêche à Montreuil, chez les maraîchers. C'est vrai que c'est quand même plus agréable que de travailler dans une usine. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était pas un métier vraiment bien connu. Vous savez, on avait le plein emploi. Et à l'époque, jardinier, c'était un peu considéré comme employé de maison, vous voyez, comme chauffeur ou femme de ménage, quoi. Alors, quel conseil donneriez-vous aux novices qui souhaiteraient devenir des jardiniers, enfin cultiver leur jardin ? Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de novice dans le métier. Les jardiniers doivent rester humbles devant la nature. Donc en réalité, vous savez, même les grands professionnels sont quelquefois interrogés par la nature. Vous voyez, par exemple, la sécheresse actuellement, ça interroge quand même. Bon, je me rappelle un dicton des vieux maîtres jardiniers qui nous disait toujours, dans le métier, on commence jardinier, on termine apprenti. Alors ce que je donne comme conseil aux gens, c'est d'abord d'être calme, d'être simple, et d'essayer de connaître son terroir, connaître son climat, connaître son environnement immédiat, de choisir les végétaux en fonction justement de ce climat, de cet environnement immédiat, et puis de commencer simplement. Le jardin, ça ne doit pas être une corvée, ça doit être un plaisir. Donc il faut commencer simplement par des petites choses, par des petits tours de main, et puis petit à petit, on s'aperçoit qu'on acquiert de certaines compétences dans le métier, quoi. C'est un apprentissage permanent ? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Notre métier est un métier évolutif. D'ailleurs, on travaille avec la nature. C'est pas comme quand vous branchez un ordinateur, vous appuyez sur un bouton, ça s'allume. Non, nous pas du tout. Nous, on est toujours en train de regarder et puis d'être patient, surtout d'être patient et de respecter la saisonnalité, respecter le monde végétal, la nature qui nous entoure, quoi. C'est vraiment une autre approche du métier, quoi. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de protection de l'environnement, de retour à une alimentation saine, sans produits chimiques, sans engrais artificiels. Peut-on cultiver son jardin et avoir de bonnes productions, une bonne récolte, sans avoir recours à ces engrais artificiels, justement ? Écoutez, de toute façon, il y a une chose qui est tout à fait évidente, c'est qu'il y existe dans la nature un certain nombre d'engrais qu'on peut utiliser, qui sont des engrais naturels. Oui, tout à fait. La nature fait bien les choses, il y a les composts, il y a les fumiers, etc. Mais de toute façon, on peut facilement créer un jardin familial, en respectant la nature, l'environnement, et sans faire appel aux pesticides ou aux produits d'origine, disons, de chimiques de synthèse. Mais il est tout à fait vrai qu'il faut aussi savoir ce que l'on veut. Vous savez, autrefois,
autrefois, le jardin familial, c'était avant tout un supplément de salaire. C'était de la culture vivrière à outrance. Il fallait rentrer ces 3 tonnes de pommes de terre avant l'hiver. Voyez-vous ce que je veux dire. Tout à fait. Alors qu'actuellement, le jardin, c'est quand même quelque chose de plus ludique, hein, c'est beaucoup plus intégré, c'est une nouvelle pièce à vivre. Hein. On mélange les fleurs et les légumes, on fait plus comme autrefois le jardin potager derrière la maison, entretenu par papa, mais qui n'était pas toujours joli, puis quelques plates-bandes de fleurs devant la maison. Maintenant, on mixte tout, mais ce qu'il faut surtout, c'est prendre du plaisir. Quelque part, c'est un art de faire un jardin. Ben, oui, quelque part, on est un peu des artistes. Hein. D'ailleurs, vous avez de très très grands paysagistes qui sont des artistes, des grands designers qui sont aussi des grands artistes, qui se disent jardiniers. Alors bon, Faut-il suivre les rythmes des saisons? Est-il bien raisonnable de manger des fraises au mois de décembre? Non, ça c'est pas raisonnable du tout. D'ailleurs cette année les fraises elles sont un peu à l'avance d'ailleurs. Mais ce que je peux vous dire c'est que la saisonnalité on l'apprend en cultivant. Parce que quand on cultive plus, quand on est un véritable urbain complètement coupé de la terre, on achète des cerises ou des fraises en plein hiver, ça c'est sûr, tout évident. On a l'habitude d'acheter des tomates toute l'année, on a l'habitude d'acheter des salades toute l'année, quoique si on cultive bien au jardin, on peut avoir pratiquement de la salade toute l'année. Mais enfin, la saisonnalité, c'est quelque chose qui s'apprend en mettant les mains dans la terre. Donc, en réalité, la gastronomie suit notre jardin. Hein. Si on est coupé du jardin, mais effectivement, on a des mauvaises habitudes gastronomiques. À quel moment de l'année faut-il commencer à planter et à semer son jardin? Bah, tout dépend de la région dans laquelle vous êtes. Hein. Par exemple, nous dans le sud de la France, par exemple. Dans le sud de la France. Bah, vous savez, il y a deux grandes régions horticoles qui existent. Nous, les jardiniers, on dit au-dessus de la Loire ou en dessous de la Loire. Mais dans le sud de la France, effectivement, les collègues sont souvent en avance sur nous pour un certain nombre de plantations. Les seins de glace qui ont lieu le 11, 12, 13 mai, qui sont assez redoutables parfois, pas cette année d'ailleurs, mais qui sont assez redoutables parfois au-dessus de la Loire, sont quand même plus faibles dans le sud de la France. Bon, enfin, disons que un jardin familial, traditionnel, floral et vivrier, dans le sud de la France, on peut commencer à peu près vers le 15 avril à s'intéresser un petit peu à des cultures, et puis au-dessus de la Loire, il faudra attendre le 15 mai, quoi. Est-ce que vous ne constatez pas justement une modification des climats? Ah bah si, bah on l'a tous noté. Mais vous savez, il y a toujours des retours de bâton. Oui, là. Tout à fait. Moi, je pense que effectivement, les gaz à effet de serre et autres saloperies qu'on balance dans l'atmosphère font que le climat se modifie. Alors maintenant, est-ce qu'il est éternellement modifié? Je ne sais pas. Vous savez, il y a eu des périodes dans l'histoire des jardiniers, quand on reprend les vieux grimoires, etc., où il y a eu des grandes périodes de sécheresse, où il y a eu des grandes périodes de froid intense et des moins 40, même en Île-de-France, voyez-vous. Donc, bon, bah, j'attends de voir. Dans ma carrière, si vous préférez, j'ai déjà vu 2-3 grandes périodes de sécheresse et 2-3 grandes périodes de grand froid. Je pense quand même que le dérèglement climatique va nous permettre de cultiver un certain nombre de végétaux qui autrefois étaient considérés comme tropicaux. Il ne faut pas oublier non plus que les insectes et les maladies vont arriver avec. Et ça va être une catastrophe parce que les prédateurs naturels n'existent pas sous nos climats. Alors donc, vous savez, moi je pense qu'il faut surtout tenir compte à notre calendrier traditionnel, et puis bon, bah, quand on a des années exceptionnelles comme cette année avec un printemps qui est quasiment pratiquement inexistant, avec un été qui arrive trop tôt, c'est vrai qu'il y aura des perturbations au niveau végétal, mais aussi bien au niveau animal que même nous-mêmes d'ailleurs, on va être perturbés. Oui, ça c'est sûr, on est déjà pas mal perturbés. Parce qu'on a l'impression depuis 2 ou 3 ans, notamment ici dans le sud de la France, on a beaucoup plus d'eau qu'avant et moins de régularité, si vous voulez, au niveau soleil, au niveau climat. Oui, c'est-à-dire que vous avez, j'ai quelques collègues qui travaillent sur Menton, j'ai des collègues aussi sur Cannes, vous avez souvent des orages qui... D'ailleurs, vous avez eu de la neige, hein, oui, tout à fait. Vous avez souvent des orages ou des grandes trompes d'eau, etc., qui arrivent, bon, et qui en réalité ne sont pas tellement bénéfiques pour le sol n'en profite pas tellement, parce que vous avez bétonné une grande partie de votre territoire, ce qui fait que maintenant tout coule, au lieu de pénétrer dans la terre, etc., ça coule dans les
les rivières qui, elles, se grossissent anormalement. Il est vrai aussi que le fait d'avoir plus d'eau dans le sud de la France, c'est encore, on sait par région, hein. Oui. Parce que vous voyez, mes copains qui sont sur Menton m'ont dit qu'ils ont quelquefois des trompes d'eau pendant toute une journée, hein. Ah oui. Bon, ceux qui sont sur Bordeaux, j'ai des copains au jardin botanique de Bordeaux, ils m'ont dit qu'ils avaient aussi un printemps, une fin d'été de l'année dernière, et puis un printemps qui n'était pas si joli que ça, pas si chaud que chez nous. Mais vous savez ça, bon... faut rester humble devant la nature. Ah, tout à fait. Humble. On dirige pas ce qui est là-haut, et heureusement d'ailleurs. Il faut surtout la respecter. Oui. Est-il très important de respecter justement les cycles naturels, les semences, les tailles, le repiquage? Écoutez, de toute façon, il est tout à fait évident que quand on a un calendrier de jardinier, ce qu'on appelle le calendrier horticole, rien à voir avec le calendrier lunaire, parce que ça on pourra encore en parler, hein. Mais le calendrier horticole, il y a des périodes de semis, il y a des périodes de taille, comme vous dites, il y a des périodes de rempotage, il y a des périodes de bouturage, il y a des périodes où on doit diviser les touffes, etc. Et ça, elles sont relativement bien fixées pour l'ensemble de l'hexagone, hein. Les iris, on le fait toujours au mois d'août, on fait les boutures de pélargonium, ce que l'on appelle le géranium des jardins, au mois d'août, on taille les arbres fruitiers en fin d'hiver, la vigne en fin d'hiver. Il y a un certain nombre il y a toujours la tradition à la Sainte-Catherine, tout bois par racine. Il y a toujours plein de choses comme ça qui sont des bons dictons. C'est vrai que les dictons, faut les écouter. Vous savez, je respecte mieux les dictons des anciens que quelquefois des grandes envolées lyriques sur des nouvelles méthodes de culture soi-disant révolutionnaires que je trouve dans les revues. Oui, il faut faire preuve de bon sens. Oh oui. Je préfère encore... Puis moi j'aime bien, surtout quand j'ai des conseils comme ça ou des nouveautés, j'aime bien essayer. Hein, alors j'ai la chance d'avoir été chef jardinier d'un grand jardin en plein centre de Paris, et puis de m'occuper surtout de beaucoup de jardins potagers pédagogiques à destination des enfants, ce qui me permet de faire des tas d'essais, et bien sûr hors produits, etc. Parce que pour les enfants, en principe de précaution, on ne met rien du tout. On ne met même pas de produits dits bio. Hein. Bien sûr. On marque une pause sur Fréquence Évasion, on revient dans quelques instants, à tout de suite. Fréquence Évasion sur le web, première radio interrégionale du Grand Sud. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Venez découvrir la cuisine et les recettes du Grand Sud. De la Corse à la Provence, du Languedoc au pays toulousain, toutes les recettes du terroir vous sont proposées sur le site de Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Cuisine. Bon appétit avec Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Prenez de l'attitude avec Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours dans Dossier Spécial, toujours en compagnie de Claude Bureau. Nous parlons jardin. Comment traiter et éviter les maladies des plantes et des arbres naturellement? Alors, naturellement, il faut être très clair. Il y a un certain nombre de purins d'ortie, de purins de consoude, de purins de prêle, de décoction, d'ail, etc., qui peuvent être bénéfiques. Ce sont souvent d'ailleurs des recettes qui nous viennent des moines jardiniers du Moyen-Âge. Hein. On peut aussi utiliser contre les maladies des produits qui ne sont pas forcément des produits naturels, entre guillemets, mais qui restent comme autorisés par l'agriculture biologique, par exemple comme la bouillie bordelaise. Voyez-vous. On peut aussi blanchir les troncs avec de la chaux. Enfin, il y a un certain nombre de choses à faire. Et puis, on peut aussi avoir des méthodes de lutte, aussi bien contre les insectes que contre les champignons, qui sont très naturelles, en utilisant, je vous dis, un certain nombre d'associations de plantes ou de bonnes pratiques de jardinage. Il ne faut pas oublier que la chimie agricole et horticole nous est arrivée après la guerre. Hein. C'est vrai. Et les anciens, eux, ils ne travaillaient pas avec tous ces produits-là, pour la bonne raison, c'est que d'abord, ils ne les connaissaient pas. Et puis, même après, quand les produits sont arrivés sur le marché, ils étaient tellement chers que les anciens n'avaient pas s'amuser à acheter des produits hors de prix pour soigner des laitues ou des radis qu'ils pouvaient ressemer. Donc en réalité, ils nous ont donné des bonnes pratiques de jardinage. Mais si on respecte le calendrier des semis, si on respecte les bonnes méthodes de culture, si on connaît bien ses vents dominants, sa terre, sa région, etc., vous savez, le jardinage raisonné, c'est avant tout 90% d'actions préventives pour seulement 10% d'actions curatives. Donc il faut simplement bien suivre la saisonnalité de ces traitements, justement, quand on est en bio. Hein. Et c'est vrai que ça a toujours fonctionné depuis des siècles.
Bah écoutez, vous savez, on dit toujours que lorsque l'homme n'a plus été un chasseur-cueilleur, mais a commencé à s'installer dans les grottes, il a inventé l'agriculture en faisant une sélection avec les grains qu'il récoltait d'habitude dans la nature. Moi je pense que les premières techniques de jardinage, ça a été surtout autour des grottes quand on a commencé à cultiver des plantes soit médicinales, soit officinales, ou alors quelques plantes pour des rites religieux. Donc ça c'était du jardinage, c'était plus de l'agriculture. Et je crois que les hommes ont toujours essayé de connaître les plantes, les approcher, quelquefois d'une manière totalement empirique. Je pense que certaines plantes toxiques ont dû d'abord être goûtées par les anciens. On leur faisait goûter les plantes pour voir si elles étaient bonnes. Mais enfin, bon, il y a quand même un certain nombre de choses. Moi, je pense que les méthodes de culture, dites, je dirais même, quelquefois, je vois des textes dits révolutionnaires, sont en réalité des méthodes de bon sens qui étaient employées par nos anciens. Tout à fait. Grande partie. Alors de plus en plus, nous constatons que les citadins exploitent des petites parcelles de terre, voire des cultures sur des balcons, dans des bacs. Terrasse, jardinière. Voilà. Oui. Quel conseil donneriez-vous aux personnes qui souhaiteraient faire un jardin sans pour autant être à la campagne et disposer d'une grande surface de terre? Écoutez, si c'est balcon-terrasse, il faut déjà connaître la structure de la maison, parce qu'on ne monte pas des tonnes de terre et oui, tout à fait. l'eau, etc. À moins qu'on fasse une toiture végétalisée, ce qui est oui, d'ailleurs. vrai. Bon, ça c'est très joli, les murs végétaux aussi, ça se prête encore bien. Mais enfin, quand on veut installer un jardin en balcon-terrasse, moi j'en connais en plein centre de Paris, même dans des quartiers historiques, seulement il y a eu des architectes qui ont commencé à prévoir de bien voir le poids, etc. Bon, ça c'est important. Deuxièmement, pour ce qui est jardinière, pour tout ce qui est culture en pot ou en bac qu'on pourrait avoir sur les balcons-terrasses en ville, il faut d'abord tenir compte des mêmes choses que si l'on avait un jardin au sol. Il faut savoir son vent dominant. Il faut savoir quelle est sa situation, si on est à l'ouest, au nord, au sud, c'est tout. Et puis savoir quel mélange de terre on fait. Et prévoir surtout des alvéoles, des petits jardins, parce que souvent les gens, quand ils ont une jardinière, ils plantent leurs aromatiques, par exemple, dans une jardinière. Ils mettent le thym à côté de l'échalote avec le basilic. Bon, mais tout à fait évident que ni le thym, ni l'échalote, ni le basilic ne demandent les mêmes terres, ni les mêmes arrosages. Donc les mettre dans la même jardinière, c'est une erreur. Donc il faut prévoir de bien séparer les différentes plantes, parce qu'on est obligé un peu de faire de la culture morcelée dans ces cas-là. Mais on peut réussir de très très belles choses en hauteur. Moi je connais des jardins à la Défense, à Paris, qui sont 8e, 9e étage de la maison. Ça l'embrombe, il y a des caillebotis pour préserver des vents dominants. Bien sûr, ça fonctionne bien, finalement. Ah oui, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, il y a une grande demande. Oui. Bah oui, il y a une grande demande. Il ne faut pas oublier que dans l'horticulture, enfin le monde du jardin au sens large du terme, aussi bien pour le fleurissement d'été que même maintenant, ce que je suis étonné pour les cultures légumières, c'est qu'il y a un gros marché du balcon-terrasse, la jardinière, et que ce marché devient pratiquement plus important que le marché du jardin familial. Les gens ont besoin de verre. Donc il est tout à fait évident que même la petite fenêtre qui se trouve dans une cour intérieure, les gens veulent mettre des impatiences. Est-ce que vous vous intéressez aussi, à part le potager, au jardin d'agrément? Ah oui, de toute façon, ma formation, c'était le jardin à la française. Alors, le jardin à la française, c'était le jardin d'agrément. Je me suis occupé de grands sites classés avec de grands jardins d'agrément. Je suis moins féru du petit jardin, genre jardin à l'anglaise, comme le jardin de cottage. Oui. Bon, mais enfin, disons que je sais ce qu'il y a dedans. J'allais vous poser la question, justement. Parce qu'on peut conjuguer les deux, finalement. Ah ben bien sûr, de toute façon, actuellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que la séparation entre le jardin dit d'agrément avec des petites fleurs devant la maison et le potager bien caché derrière avec son tas de fumier et son tas de compost, c'est terminé ça. Je pense que de plus en plus on ira vers le jardin, une nouvelle pièce à vivre. D'ailleurs, souvent, quelquefois, ça m'étonne un peu quand je vois en même temps la balancelle, la plancha, le barbecue, etc. dans le jardin. Bon, enfin bon, pourquoi pas à la limite, mais c'est une nouvelle pièce à vivre. Aujourd'hui, on fait visiter son jardin. D'ailleurs, on emmène même les gens voir ses tomates, alors que ça ne se faisait pas à l'époque de mon père. Et ça fait travailler son imagination. Ben oui, c'est bon. Je dirais même qu'à la limite, les hommes sont moins imaginatifs que les femmes au niveau du jardin. Bon, les hommes ont tendance à vouloir le motoculteur, la grosse production, etc., et puis de bien labourer, etc., et bien suivre les techniques horticoles, comme on dit. Alors que les femmes auraient plutôt une approche plus ludique, plus sensuelle du jardin, et elles auraient beaucoup d'imagination pour faire les associations de plantes, et puis même pour placer l'endroit où on met le banc,
pour garder le jardin, etc. Je pense qu'elles ont beaucoup plus d'imagination. Et puis, la petite pièce d'eau pour les oiseaux, etc. C'est souvent les dames qui demandent ça. Ouais. C'est vraiment une détente de l'esprit, le jardin. Oui. On se ressource dans un jardin. C'est-à-dire que, vous savez, c'est toujours pareil. Il y a vous savez, le jardin ouvrier, comme vous connaissez dans le temps, qui était un jardin qui était, comme je vous disais, un complément de salaire. Hein. C'était surtout un jardin où on y allait le soir pour travailler, etc., etc. Alors qu'actuellement, avec les nouvelles technologies, on a de plus en plus de gens qui passent des journées dans des bureaux devant des écrans, et ce sont des gens qui, effectivement, ont besoin d'avoir un contact avec le réel. Et quoi quel meilleur contact avec le réel que le jardin, hein, parce que quand on a passé la journée devant un ordinateur, et puis qu'on remet les mains dans la terre et qu'on regarde pousser un radis, même s'il pousse qu'en 15 jours, c'est quand même relativement rapidement pour nous jardiniers. Pour quelqu'un qui travaille devant un écran, c'est long 15 jours. Tout à fait. Alors vous avez sorti divers ouvrages sur le jardin, notamment une encyclopédie du jardinier, je crois. Alors pouvez-vous nous parler justement en quelques mots de ces différents ouvrages ? Écoutez, là, à la Maison Rustique, là, chez Flammarion, j'ai repris et participé à un ouvrage qui, au départ, le synopsis, ce sont les amis jardiniers de la Société Royale d'Horticulture de Grande-Bretagne qui avaient fait ce synopsis. Ça s'appelle « 100 projets simplissimes pour réussir son jardin ». En réalité, vous savez, il y a beaucoup d'encyclopédies horticoles actuellement sur le marché, beaucoup d'encyclopédies qui existent aussi bien pour les amateurs que pour les professionnels. Mais là, vraiment, c'est une encyclopédie des trucs et des astuces, vraiment pour l'amateur, ouais. Celui qui vient me voir en me disant j'ai pas la main verte, voilà. Alors là c'est plein de petits trucs, plein de petites bricoles sympathiques, et quand j'ai trouvé le synopsis des copains anglais sympathiques, effectivement la Maison Rustique a été d'accord pour qu'on en fasse un français, voilà. Donc Claude Bureau a participé, mais je vous reconnais que le synopsis n'est pas de moi. Par contre c'est vrai que j'ai sorti aux éditions Ulmer les bonnes associations de plantes, ouais. Alors là ce sont mes alliances réussies, les plantes compagnes, les purins, les paillis, le BRF, j'ai recoupé plein d'observations, et puis c'est vrai que là j'ai écrit de toutes pièces d'un bout à l'autre, j'ai même fait le synopsis, hein. Vous avez les remèdes végétaux, les paillages végétaux, je parle de la rotation des cultures, et puis je parle aussi des plantes défavorables, hein, pour le jardin. Ah oui, d'accord. Donc l'encyclopédie, c'est chez Flammarion ? Flammarion, la Maison Rustique. D'accord. Et le second ? Le second, c'est chez Ulmer. Voilà. Édition Ulmer. D'accord. ULMER. Rappelez-nous le titre. Alors, les bonnes associations de plantes, chez Ulmer, 100 projets simplissimes pour réussir son jardin à la Maison Rustique, chez Flammarion. Voilà. Quel message adresseriez-vous aux auditeurs de Fréquence Évasion qui s'intéressent au jardin ? Écoutez, soyez patients. Et prenez du plaisir. Le jardin ne doit pas être une corvée. N'oubliez pas ça. Faites-vous un jardin facile à travailler, facile à tondre, facile à entretenir. N'essayez pas de faire Versailles chez vous si vous pouvez passer que 2 heures par semaine dans votre jardin. Voilà. Et essayez d'exprimer sa personnalité. Et tout à fait. Alors là, oui, bien sûr. Mais je pense que les jardiniers français, justement, par rapport à un certain nombre de copains que je vais visiter en Allemagne ou même en Hollande, on est quand même plus originaux dans notre façon de cultiver. Claude Bureau, est-ce que vous avez un site internet ? Pas du tout. Pas du tout. Bon. J'ai pas de site internet, pas de téléphone portable, j'ai pas de permis de conduire et je prends pas l'avion. Alors donc, on va se procurer l'encyclopédie et vos ouvrages. On en apprendra autant que sur un site internet. Merci Claude Bureau d'avoir participé à cette émission. Bonne journée. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À très bientôt pour un nouveau numéro de Dossier spécial. Fréquence Évasion.